Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui est le fruit d'une collaboration entre l'AQHST et la Direction de la santé publique de Montréal, spécifiquement l'équipe de santé au travail. Mon nom, c'est Myriam Bessadette. Je suis la vice-présidente de l'AQHST et hygiéniste certifiée chez WSP et j'ai le plaisir d'animer cette conférence qui va être présentée par Madame Véronique Saint-Onge. Bienvenue, Madame Saint-Onge, et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Madame Saint-Onge est titulaire d'un baccalauréat en biologie médicale de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Elle a ensuite poursuivi son cheminement en microbiologie, immunologie au Centre de recherche en infectiologie affilié à l'Université Laval. Elle a par la suite orienté son parcours vers la sécurité et l'hygiène industrielle, obtenant une maîtrise dans cette discipline à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Madame Saint-Onge a entrepris sa carrière en santé-sécurité de travail comme coordinatrice santé-sécurité dans une entreprise de secteur de l'aéronautique. Elle a ensuite rejoint l'équipe du Centre patronal SST à titre de conseillère et formatrice. Par la suite, elle a travaillé comme hygiéniste industrielle et chargée de projet pour différentes firmes de consultation. Au sein du réseau de la santé publique en santé au travail, elle a contribué depuis 2021 à la protection de la santé des travailleuses et des travailleurs à la région de Montréal. Aujourd'hui, elle va être la porte-parole de l'équipe santé au travail. Elle va nous présenter des cas pour nous montrer en cas réel c'est quoi le travail de cette équipe. Je vous donne la parole, Madame Saint-Onge, et bonne conférence à tous. Merci. Donc, je vais vous partager mon écran. Super. OK. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Je suis bien contente de me joindre à vous pour cette présentation sur l'heure du lunch. On va commencer par les objectifs de la présentation. Alors, premier objectif, c'est de comprendre le rôle et les responsabilités de la santé au travail ou SAT. Vous allez m'entendre parler plus de SAT, de SAT. C'est un acronyme qu'on utilise beaucoup. Par la suite, c'est de connaître notre offre de service qui est assez variée. Des fois aussi, les gens connaissent moins notre offre de service. Présenter l'équipe protection avec plus de profondeur. C'est vraiment un focus sur l'équipe protection. Je vais vous présenter aussi les autres équipes, mais il va y avoir un focus sur l'équipe protection, mon équipe. Puis à la fin aussi, ça va être de réaliser l'importance de l'enquête en milieu de travail. Qu'elle soit épidémiologique ou que ce soit un outil de prévention qu'on utilise comme préventionniste, coordonnateur, santé-sécurité dans nos milieux de travail. Donc, on va commencer par qui sommes-nous? Fait que je vais vous présenter nos équipes. Par la suite, vous allez voir un bout de notre cadre légal. C'est pas un cours de droit, je vous rassure. C'est vraiment de vous présenter les principales lois qui encadrent nos actions. Par la suite, on va faire un portrait de l'équipe protection. Vous allez voir qu'est-ce qu'on fait dans cette équipe-là. Puis, je vais terminer la présentation avec un exemple de cas. Et finalement, on va pouvoir prendre des questions à la fin de la présentation. Donc, qui sommes-nous? D'abord, si on y va un peu macro, il faut savoir que le Québec est divisé en 18 régions socio-sanitaires. Et chacune de ces régions-là possède une direction régionale de santé publique ou DRSP. Puis chaque DRSP possède son directeur ou sa directrice de santé publique ou DSP. Ici, à Montréal, la région 06, la directrice de santé publique, c'est la docteure Mylène Drouin.
La mission de la Direction régionale de santé publique de Montréal, c'est en accord avec les différentes lois qui sont applicables à notre travail, c'est d'améliorer et de protéger la santé et le bien-être de la population montréalaise. Et réduire les inégalités sociales de santé en agissant en amont sur les déterminants de la santé. Donc, la Direction régionale de santé publique, c'est une grosse organisation avec plusieurs directions adjointes. Euh, la première direction adjointe, c'est entre autres celle qui va renfermer les services de prévention, contrôle des maladies infectieuses, par exemple, aussi les environnements urbains, santé publique, Bureau des mesures d'urgence en santé publique, le Bureau pour les changements climatiques, le BLIC. Et une autre direction qui est très importante, surtout aujourd'hui, c'est la direction adjointe, le programme régional des services de santé au travail, la SAT, comme on l'appelle. Donc ça, c'est notre direction adjointe à nous en santé au travail. On a le bureau central aussi qui gère tout ce qui est au niveau administratif. Donc, j'avoue que ce volet-là, je le connais un peu moins. Donc aujourd'hui, ça va être la direction adjointe de santé au travail que je vais vous présenter, évidemment. Puis, il faut savoir que notre DRSP est relié à un CIUS, donc c'est le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. OK. Donc, la santé au travail de la Direction régionale de santé publique de Montréal comprend plusieurs ressources, que ce soit des ressources en hygiène du travail comme des hygiénistes du travail, des techniciens en hygiène du travail, des infirmières cliniciennes, des médecins, des ergonomes. On a beaucoup de monde avec nous de disciplines différentes et on a plusieurs équipes. Donc, on a par exemple l'équipe protection. Celle-là, je ne vais pas vous la présenter ici puisque je vais vous la présenter un peu plus loin dans la présentation. On a l'équipe prévention. C'est une équipe qui intervient de façon à favoriser le développement d'une culture de santé et la prise en charge des risques qui sont identifiés dans le milieu de travail. Cette équipe-là détient entre autres une brigade spécialisée pour la prévention des risques psychosociaux. Elle offre plusieurs services. Anciennement, ça fait drôle un peu de dire ça, mais c'est cette équipe-là qui était responsable des PSSE, des programmes de santé spécifiques en établissement. Donc, ils vont procéder à l'évaluation des risques à la santé des travailleurs. Ils vont présenter aussi des sessions d'information pour informer les travailleurs des risques à la santé sur les risques qui sont identifiés, les effets à la santé et les moyens de prévention. Ils peuvent aussi faire au besoin de la surveillance médicale, par exemple des prises de sang pour vérifier le plomb dans le sang, par exemple, ou ils peuvent faire une surveillance environnementale, l'échantillonnage classique en hygiène du travail. Ils vont aussi soutenir le milieu de travail pour rechercher les meilleures solutions adaptées à leur milieu pour contrôler les risques qui sont identifiés. Ils vont offrir aussi un soutien à l'organisation pour l'organisation des premiers soins, premiers secours. Donc ça, c'est l'équipe prévention. On a l'équipe aussi USAT ou urgence sanitaire en santé au travail. Cette équipe-là intervient dans les milieux de travail pour protéger la santé des travailleurs dans les situations d'urgence sanitaire. Ils vont aussi traiter des MADO, des maladies à déclaration obligatoire, comme l'équipe protection, ainsi que des signalements LSP reliés à des risques à la santé d'envergure, par exemple la rougeole, la COVID-19, des intoxications au monoxyde de carbone. Ils vont aussi gérer des événements climatiques là, qui peuvent causer, par exemple, des contraintes thermiques au niveau des travailleurs. Ils vont aussi s'occuper des accidents industriels, comme par exemple un déversement de produits chimiques en industrie. Ils vont aussi présenter les effets à la santé des différents risques aux travailleurs et les moyens de prévention associés à ces risques-là. USAT va aussi soutenir le milieu de travail pour la recherche de solutions adaptées pour contrôler les risques.
Ils vont aussi intervenir en prévention au niveau de certains risques, comme par exemple le risque chaleur, les risques de contraintes thermiques. Ils peuvent aussi préparer le milieu de travail pour des urgences de différentes natures. Ils vont travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, étroitement avec l'équipe protection. On a aussi le programme pour une maternité sans danger, l'équipe PMSD. Avec la CNESST, ils vont travailler aussi étroitement avec le médecin traitant de la travailleuse enceinte ou qui allaite pour protéger la travailleuse, son fœtus ou son enfant allaité des risques qui sont présents dans le milieu de travail. Leur mandat, c'est d'évaluer les conditions dangereuses dans le milieu de travail pour la travailleuse enceinte ou qui allaite, d'émettre des recommandations pour éviter l'exposition de la travailleuse à des dangers durant la grossesse ou l'allaitement. Et l'employeur devra suivre les recommandations qui vont être émises, soit une réaffectation si on reste dans le milieu de travail ou si la réaffectation est impossible, bien là, ça va être le retrait de la travailleuse avec indemnisation par la CNESST. On a aussi l'équipe Intelligence d'affaires et reddition de comptes CNESST. Eux, ils sont responsables de la reddition de compte de la CNESST, comme le nom le dit, de gérer aussi des données puis le pilotage de nos applications spécifiques à la santé au travail. Ils vont assurer la surveillance également de l'état de santé des travailleurs. Finalement, la dernière équipe, c'est l'équipe ISA ou Innovation et soutien administratif. Cette équipe-là va contribuer à l'amélioration de nos pratiques organisationnelles par des activités d'innovation, d'évaluation, puis de soutien administratif. C'est cette équipe-là aussi qui assure la gestion des archives médicales et ils vont faire la promotion du langage clair et de la littératie au sein de notre organisation. Donc, c'est plusieurs équipes qui vont regrouper un peu plus de 120 ressources qui sont réparties sur nos 2 sites. On a un site à l'est et on a un site dans l'ouest de l'île de Montréal. Notre démarche est toujours paritaire. Donc, quand on fait, peu importe l'équipe protection, prévention, USAT, notre approche, c'est vraiment d'intervenir dans les milieux avec l'employeur, mais accompagner aussi des représentants travailleurs, comité santé-sécurité, etc. Donc, on a une démarche transparente et paritaire. Puis aussi, on a une approche qui est dite populationnelle. Donc, notre intervention vise à protéger pas seulement un travailleur, mais tous les travailleurs de l'entreprise visée. Par exemple, si on reçoit un signalement et qu'un travailleur est à l'origine du signalement, ben, on va pas juste protéger lui, mais on va protéger tous les travailleurs du milieu de travail contre ce risque-là qui est identifié. Donc, c'est avec toutes nos équipes, on va couvrir un peu plus de 1 million de travailleurs sur l'île de Montréal qui sont répartis dans à peu près 69 000 milieux de travail de compétences provinciales et issus de 32 secteurs d'activité économique. On fait partie aussi du réseau de santé publique en santé au travail, ou le RSP-SAT. Le réseau tire son financement de la CNESST. Puis, la mission du réseau de santé publique en santé au travail, ça ressemble un petit peu à celle que je vous ai présentée pour la DRSP, mais c'est vraiment d'assurer la protection de la santé des travailleurs québécois en soutenant les milieux de travail pour qu'ils puissent assumer leurs obligations en matière de prévention des maladies professionnelles. Les principaux partenaires du réseau de santé en santé au travail, c'est évidemment la CNESST, mais aussi l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, l'IRSST. On va travailler surtout avec eux, par exemple, pour nos analyses. Si on réalise, par exemple, de l'échantillonnage en milieu de travail, bien, nos analyses vont être effectuées, par exemple, avec l'IRSST via leur laboratoire. Un des partenaires aussi du réseau, c'est l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Donc, on y va avec un petit quiz. Et j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les risques que nous couvrons la santé au travail? Est-ce que vous avez le choix? A, B, C, D, E. Donc, ça regroupe les risques
mais ça englobe les risques chimiques, physiques, biologiques, à la sécurité, ergonomique, tous les risques que vous connaissez, là. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, lesquels vous pensez que l'équipe de santé au travail traite. Et je vous dis tout de suite, la réponse, c'est pas nécessairement le B. Nous affichons maintenant les questions sous forme de sondage. Un pop-up normalement est affiché sur vos écrans. Veuillez s'il vous plaît compléter la réponse et on va afficher les résultats. Alors, Madame Saint-Onge, la Oui, donc majorité des gens disent 69%. 69% pour les risques chimiques, Euh, physiques, oui. biologiques, ergonomiques, psychosociaux et liés à la sécurité. Et on a le reste qui disent D. Bien, je peux dévoiler la bonne réponse? Je peux poursuivre? S'il vous plaît. Parfait. Donc, la bonne réponse, les risques que la santé au travail couvre, c'est les risques chimiques, physiques, biologiques, ergonomiques et psychosociaux. Donc, les risques liés à la sécurité ne sont pas couverts par la santé au travail. Donc, en fait, par exemple, les risques à la sécurité, comme par exemple la sécurité machine, vont être couverts par la commission, par la CNESST. Par contre, si dans le cadre de nos interventions, on s'aperçoit qu'il y a un risque, par exemple, lié à la sécurité machine, bien évidemment, on va faire ce qu'on peut sur le terrain, mais on va communiquer avec la CNESST pour qu'ils puissent évaluer et prendre en charge au besoin la situation. Donc, notre expertise est vraiment le volet santé. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs risques qui peuvent être présents au milieu de travail. Donc, notre offre de service est assez variée. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir, là? Puis là, je parle pour autant de l'équipe prévention, protection. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir au milieu de travail pour qu'ils puissent assurer leurs obligations en matière de prévention des maladies professionnelles? Bien, en fait, on va avoir un service d'identification et d'évaluation des risques pour la santé. On va aussi pouvoir aider l'employeur aux besoins avec la surveillance. Par exemple, la surveillance, ça pourrait être une surveillance médicale, comme j'ai dit tantôt, par exemple, une prise de sang pour vérifier le plomb dans le sang, si c'est jugé pertinent. Donc, assurer un service de surveillance là, de l'état de santé des travailleurs. On offre aussi les services d'information sur les risques qui sont identifiés dans le milieu de travail, les effets à la santé qui sont associés à ces risques-là et les moyens de prévention. Donc, tout ça, c'est donné sous forme de séances d'information dans les milieux de travail. Pardon. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut offrir au milieu de travail? Bien, c'est de l'aide technique pour rechercher des solutions appropriées et efficaces selon les différents risques qui sont présents. Donc, pour aider à soit éliminer, contrôler les risques qui sont présents dans les milieux de travail. Comme j'ai dit tantôt aussi, on peut soutenir l'employeur pour organiser ses premiers soins, premiers secours dans le milieu de travail. On offre aussi tout le programme PMSD, donc le programme que je vous ai présenté brièvement tantôt pour une maternité sans danger, et aussi le programme MADO qui sera expliqué un petit peu plus loin au cours de la présentation. Donc, toute cette offre de services-là, c'est vraiment pour améliorer la santé des travailleurs dans les différents milieux de travail montréalais. Maintenant, on va regarder un peu le cadre légal et on va commencer par un autre quiz. Donc, je vais vous demander dans ce quiz-là, parmi les affirmations ABCD, lesquelles sont faux. Donc, l'équipe de santé au travail peut intervenir seulement dans les établissements les plus à risque.
Ordonner la fermeture d'un milieu de travail si une menace à la santé des travailleurs est présente. Intervenir dans les milieux mixtes, travailleurs, population générale, par exemple une garderie, comme les restaurants, les garderies, les écoles, les services de santé. Et mettre seulement des recommandations à la suite d'une enquête. Donc, je vais vous laisser une petite minute là, pour compléter. Donc, de trouver quelles sont les affirmations fausses dans le quiz. On ne peut pas donner plusieurs réponses. Oui, il y a plusieurs réponses qui peuvent être données. Donc, je vois à date que la majorité des gens dit intervenir seulement dans les établissements les plus à risque. D, A, B, D. Le sondage était reformulé d'une façon à donner un seul choix. Mais il y a quelques personnes qui ont mis plusieurs réponses dans le chat. Ouais. A, B, D. Oui, il y avait plusieurs choix, effectivement. On a eu 18 réponses. Je pense que nous pouvons dévoiler la bonne et continuer la discussion. C'est bien. La bonne réponse va être dévoilée un peu plus tard dans le module. Donc, les lois qui s'appliquent dans le cadre de nos fonctions, il y en a plusieurs. Donc, je vous dirais, aujourd'hui, on va se concentrer sur les lois qu'on utilise le plus souvent. Donc, on va les voir dans les prochaines diapositives, mais bon, de façon générale, notre cadre légal, c'est évidemment la loi sur la santé et la sécurité du travail, la loi modernisant le régime de santé et la sécurité du travail, la loi sur la santé publique, la loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et la loi sur l'administration publique. Donc, on va vous présenter seulement les lois qui sont plus d'intérêt pour nous. Bon, évidemment, la loi sur la santé et la sécurité du travail qui vise à éliminer les dangers à la source et qui a été modernisée dernièrement par la LMR-SST. Donc, comme vous le savez, là, depuis le 1er octobre 2025, les dispositions permanentes sont entrées en vigueur pour la LMR-SST. En fait, les changements qui vont venir nous impacter, nous, la santé au travail, c'est que, premièrement, on ne parle plus de médecin responsable de l'établissement. Donc, le médecin devient plutôt médecin chargé de la santé au travail. Donc, le médecin n'est plus dédié nécessairement à un établissement en particulier. Par la suite, ben, en fait, ce que ça vient faire, c'est que ça vient ça nous permet de déployer notre offre de service qui est décrite dans les programmes de santé au travail, les programmes que vous pouvez retrouver sur le site de la CNESST. Donc, on a collaboré avec ces programmes-là. On peut maintenant, bon, évidemment, collaborer à l'élaboration et à l'application des éléments de santé. On peut procéder à l'évaluation des éléments de santé qui sont dans les programmes de prévention ou les plans d'action dans les milieux de travail. Et il y a un petit nouveau, le signalement de danger. Donc, le signalement de danger, nous, on s'en occupait déjà via une autre loi, la loi sur la santé publique, mais maintenant, la LMR-SST prévoit que tout intervenant en santé, sécurité du travail peut signaler un danger. Donc, nous, on a notre processus, mais un intervenant, par exemple, un hygiéniste du travail ou un coordonnateur santé-sécurité qui ne fait pas partie du réseau peut maintenant utiliser les dispositions prévues là, pour faire un signalement de danger.
Et il y a un formulaire, entre autres, qui est disponible sur le site de la CNESST. Donc, qu'est-ce qu'on peut signaler comme danger? Bien, ça peut être, par exemple, des troubles musculo-squelettiques, des RPS, etc. On a aussi la LSP. Donc, dans certaines de nos activités, on va se retrouver plus sous cette loi-là. Donc, la LSP a été créée en 2001. Elle offre des pouvoirs, si je peux m'exprimer comme ça, au directeur régional de santé publique. Ces pouvoirs-là, on va les retrouver dans la LSP, le chapitre 11. Et la section 1 de ce chapitre 11 va définir c'est quoi les pouvoirs qui sont prévus pour le directeur de santé publique lorsqu'on est en enquête épidémiologique. Donc, les principaux articles là, pour nous, c'est d'abord l'article 96. L'article 96 va en fait, nous permettre d'enquêter sous forme d'enquête épidémiologique. Donc, va nous permettre d'enquêter dans les milieux de travail lorsqu'on a des motifs sérieux de croire que la santé des travailleurs est menacée. Par la suite, on a aussi l'article 98. L'article 98, c'est quoi? C'est si dans le cours de notre enquête, on se rend compte qu'un ministère ou un organisme, par exemple la CNESST, a des pouvoirs d'enquête, puis peut enquêter sur une menace, on peut, avec cet article-là, leur demander de procéder. Donc, c'est eux qui vont faire leur bout de travail, mais on va rester toujours en attente des résultats, puis on va garder l'enquête ouverte aussi de notre côté. On a l'article 99 parce que des fois, on va recevoir, par exemple, des signalements dans un milieu de santé. Donc, si on constate qu'une menace provient d'un milieu, d'un établissement de santé, d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'aviser le directeur médical. S'il y a un conseil aussi des médecins, des dentistes, pharmaciens, on doit aussi aviser ce conseil-là. Ça peut aller au besoin jusqu'au PDG, au directeur national de santé publique et même au ministre. En fait, quand l'établissement de santé est au courant maintenant de la menace, ce qu'ils doivent faire, c'est de prendre en charge, en fait, de vérifier la menace, de vérifier le risque et de prendre en charge rapidement la situation pour corriger la situation. On a aussi l'article 100. L'article 100, là, on tombe dans des articles qu'on n'utilise pas à tous les jours, là, mais la loi prévoit qu'on peut exiger, entre autres, qu'on nous présente dans un milieu de travail toute chose, tout document, tout objet qui est, par exemple, sous clé, d'avoir accès à tout lieu, de nous donner accès à tout document, même confidentiel. Finalement, on a l'article 106 aussi. C'est que si on se rend compte dans le cours de notre enquête qu'il y a effectivement une menace réelle à la santé de la population, de la santé des travailleurs pour nous, ce qu'on peut faire, c'est notamment ordonner la fermeture, l'évacuation, la décontamination du lieu. On peut ordonner aussi à ce que l'activité qui est en cause, qui menace la santé, soit arrêtée. Donc, vous comprenez, c'est pas des pouvoirs qu'on utilise à tous les jours, mais on les a dans notre coffre à outils au besoin. On a aussi la LATMP, on va s'en servir. Je vais vous parler un peu plus tard de qu'est-ce qu'on fait concrètement dans notre équipe, mais quand on va traiter, entre autres, des dossiers d'indemnisation. Donc, c'est une loi qui a été créée en 1985, qui a été également modifiée par la LMRSST. Elle instaure un régime d'indemnisation pour les blessures ou les maladies causées par le travail, puis elle prévoit le paiement d'indemnités aux besoins, la fourniture de soins de santé et la réadaptation. Donc maintenant, je vais vous donner les réponses du quiz. Donc, premièrement, l'équipe de santé au travail peut intervenir seulement dans les établissements les plus à risque. La réponse, c'est faux. En fait, l'équipe de santé au travail peut intervenir dans tous les milieux de travail de compétences provinciales. Donc, il n'y a pas de limite plus à risque ou moins à risque. On peut ordonner la fermeture d'un milieu de travail si une menace à la santé des travailleurs est présente. La réponse, c'est vrai, mais comme je vous ai présenté, on va d'abord utiliser l'article 98. Si jamais, par exemple, il y a une menace dans un milieu de travail, une menace pour la santé des travailleurs, étant donné que la CNESST dispose de
de moyens, puis de règlements pour enquêter, puis de prendre en charge, on va leur demander de procéder dans ce cas-là. L'équipe de santé au travail peut intervenir dans les milieux mixtes, comme les restaurants, les garderies, les écoles, les services de santé, c'est vrai. On a eu un exemple là, avec l'école Sophie Barra. Donc, en fait, l'école Sophie Barra, on avait reçu un signalement pour cette école-là. Puis notre mandat, c'était d'identifier les sources d'exposition à certains contaminants, d'évaluer le risque d'exposition des travailleurs et d'émettre des mesures de contrôle appropriées. On a également soutenu l'employeur pour vraiment mettre en place des meilleures conditions. Puis on a été accompagné dans ce dossier-là de la santé environnementale, une autre direction là, de santé publique. Bien, ça vient toujours de la DRSP de Montréal, mais eux, bon, ils sont plus dédiés pour la santé de la population qui ne sont pas des travailleurs. Donc, ils ont été présents dans le dossier, par exemple, pour assurer les parents, aussi assurer une partie des communications entre l'école et les parents, puis ils s'occupent vraiment, eux, de la santé, comme je viens de dire, là, par exemple, des enfants. Donc, on peut intervenir dans les milieux mixtes et on peut émettre seulement des recommandations à la suite d'une enquête. C'est faux. On peut émettre des mesures correctives, donc d'exiger que des mesures soient faites. Puis, quand c'est fait à notre satisfaction, bien, on considère que le dossier est clos. Mais aussi, des fois, c'est pas nécessairement des mesures correctives qu'on peut donner, c'est des recommandations. Donc, c'est très recommandé, mais c'est pas obligé de les appliquer. Maintenant, ben, je vais vous présenter un peu plus l'équipe protection. Donc, c'est mon équipe, en fait. Donc, les mandats de l'équipe protection, c'est de procéder aux enquêtes épidémiologiques. Lorsqu'on reçoit, par exemple, une déclaration MADO, maladie à déclaration obligatoire, ou d'un signalement de menace à la santé. C'est aussi de traiter les demandes de services. Puis les demandes de services, ils peuvent venir de n'importe quel milieu de travail ou les demandes de services peuvent venir de la CNESST. On a un autre exemple qui a été médiatisé en 2023. On avait reçu une demande de la CNESST pour informer les travailleurs des risques qui étaient reliés aux moisissures. Dans ce cas-là, c'était un enjeu au niveau des moisissures. Donc, d'informer les travailleurs des risques, puis de supporter le maître d'œuvre pour réaliser l'ampleur de la contamination, interpréter les différents résultats. Il y avait des échantillonnages qui avaient été faits, donc c'est de soutenir pour interpréter les résultats, d'identifier des mesures à implanter pour contrôler la présence de moisissures dans le milieu. Donc ça, c'est pour les demandes de services. On a aussi à réaliser des études d'hygiène industrielle qu'on appelle, qui sont requises par la CNESST. Donc, ça, c'est par exemple dans certains cas de dossiers d'indemnisation. C'est ce que je vous parlais tantôt avec la LATMP. Donc, certains dossiers d'indemnisation de maladies professionnelles vont nous être acheminés. Pourquoi? Parce que la commission n'est pas capable d'établir un lien clair entre la maladie et le travail. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? On doit se prononcer sur une probabilité d'exposition. Donc, est-ce que le travailleur en cause a été exposé à cet agresseur-là, par exemple? Et si on est capable, c'est de caractériser l'exposition en termes d'intensité et de fréquence. C'est pas toujours facile parce que des fois, le milieu de travail est fermé, des fois, il faut remonter dans le temps. Donc, c'est un défi, mais c'est des dossiers qui sont super intéressants. On a aussi des études d'hygiène à réaliser dans le cas d'un retour au travail suite à une maladie professionnelle qui est reconnue par la commission. Ça peut être le cas, par exemple, d'un AS professionnel. Donc, par exemple, s'il y a eu des modifications qui ont été faites par la suite dans le milieu de travail, on peut évaluer la qualité de ces modifications-là. Des fois, évidemment, comme vous le savez, c'est pas toujours possible de réintégrer un travailleur. Donc, de façon plus concrète, là, je vous parle de MADO, je vous parle d'enquête épidémiologique.
Donc, à quoi ça ressemble plus concrètement notre travail? Bon, vous avez vu aussi, on a des pouvoirs au niveau des enquêtes. Donc, c'est quand on reçoit, par exemple, par la porte d'entrée unique, notre porte d'entrée en santé au travail, des demandes, par exemple des maladies à déclaration obligatoire, des signalements LSP, etc., bien, on a une équipe d'infirmières qui peut être soutenue au besoin par des hygiénistes du travail ou des APPR pour collecter l'information, déterminer le risque, caractériser la situation dans le milieu de travail qui est visé et définir le devenir de l'enquête. Est-ce que l'enquête s'arrête à ce niveau-là ou l'enquête a besoin d'être un peu plus approfondie? Donc, quand l'enquête a besoin d'être un peu plus approfondie, donc on dit que l'enquête s'en va en milieu de travail, mais directement dans le milieu de travail, c'est là que les hygiénistes puis les APPR, on va intervenir pour vérifier que le danger est connu de l'employeur, contrôlé, et si la méthode de contrôle est adéquate. Donc, pour faire cette évaluation-là, ben, on peut utiliser différents équipements. On a un gros laboratoire en passant à Montréal qui contient plein d'instruments. On est super bien équipés. Donc, on a tout à portée de main. C'est des instruments qui sont aussi entretenus par l'IRSST. Donc, on a tout à portée de main. On peut utiliser au besoin des ILD pour faire différentes mesures. On peut procéder à un échantillonnage classique ou ça peut être même de l'observation dans le cas, par exemple, si on avait reçu, par exemple, un signalement, puis qu'on aurait des matériaux contenant de l'amiante qui sont endommagés, ben, ça peut être aussi au niveau qualitatif que notre évaluation est réalisée. Donc, on fait notre enquête, puis au besoin, on peut demander des mesures correctives et ou des recommandations. À la suite de l'enquête, souvent dans notre enquête, dans les mesures correctives, on va demander souvent de la formation. On peut demander aussi d'élaborer un programme de protection respiratoire si jamais on découvre que ce n'est pas fait, puis que l'employeur dispose d'appareils de protection respiratoire. On appelle ce service-là l'activité soutien à la gestion de la santé et de la sécurité du travail. Donc, ça, c'est une fois que notre enquête est faite, qu'on a défini nos mesures correctives, bien, on va aider le milieu de travail dans l'application des correctifs. Par exemple, on peut donner une session d'information, ça fait partie de notre offre de service. Donc, une session d'information sur les effets à la santé, les moyens de prévention relativement à un risque. On peut aussi accompagner l'employeur dans l'implantation des mesures correctives, comme si, par exemple, on lui avait demandé d'élaborer un programme de protection respiratoire. Bien, on peut travailler avec lui pour élaborer ce programme de protection respiratoire, évaluer des procédures pour les bonifier. Donc, on reste en soutien avec l'employeur. Puis une fois que tout ça c'est fait, là, on va vraiment fermer le dossier. Donc, comme vous voyez, nous, on va intervenir vraiment en réaction. Donc, lorsqu'une maladie est arrivée dans un milieu de travail, a été déclarée dans un milieu de travail ou quand on sait qu'il y a une menace à la santé dans le milieu de travail. Donc, on n'arrive pas nécessairement en prévention. Par contre, les mesures correctives qu'on va émettre, puis les recommandations, bien ça, c'est émise sur une base préventive. Puis il y a aussi certains dossiers MADO, par exemple, quand un travailleur a été malade ou si on a un signalement LSP de danger. Signalement LSP, c'est un signalement de menace à la santé en vertu de la LSP. Donc, c'est possible de demander des mesures correctives, même si on n'a pas mesuré et que ces mesures-là ne dépassent pas, par exemple, les valeurs limites d'exposition. Donc, on peut être, lorsqu'il y a un travailleur malade, là, ou par exemple en MADO, on peut être un petit peu plus protecteur, puis demander certaines mesures, mais quand c'est justifié, bien évidemment. Donc, les fameuses MADO, c'est quoi? C'est des intoxications, des infections ou des maladies qui sont diagnostiquées par un professionnel de la santé, un médecin, ou dont la présence est démontrée dans des analyses de laboratoire. Donc ça doit être déclaré obligatoirement aux autorités de santé publique. Donc, la DRSP de Montréal effectue une vigie permanente 24/7 au niveau de ces situations-là. Puis, les MADO, la raison d'être, c'est d'effectuer une vigie sanitaire pour protéger la santé de la population, pour contrôler une menace. Donc, ça se fait plus à court terme.
puis d'assurer une surveillance de l'état de santé de la population pour orienter notre offre de services, les mesures de prévention. Donc, ça, c'est la raison d'être des MADO. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme MADO? On a, par exemple, les maladies à surveillance extrême. Eux, ils doivent être déclarés d'urgence au directeur national de santé publique et au directeur de santé publique du lieu de résidence de la personne qui est visée. Donc, par exemple, on a, c'est pas très fréquent, là, mais on a, par exemple, la peste qui est là-dedans, la maladie du charbon, la variole, etc. Donc, ça, c'est à surveillance extrême. Ce qu'on va retrouver un peu plus, nous, c'est les maladies, les infections, les intoxications à déclaration obligatoire, à déclarer plus rapidement au directeur de santé publique seulement, au DSP, du lieu de résidence de la personne. Et ça, je vous fais, je vous demande pas de retenir tout ça, là, mais ça, c'est toute la description des dites MADO. Mais quand on reçoit des intoxications au monoxyde de carbone, ça rentre sous ce niveau-là. Donc, les intoxications au monoxyde de carbone, ce sont des maladies à déclaration obligatoire. Puis finalement, on a aussi les MADO, infection, intoxication à déclaration obligatoire, à déclarer dans les 48 heures au directeur de santé publique du lieu de résidence. Puis là, on retrouve aussi des maladies qu'on reçoit fréquemment là, en santé au travail, comme l'amiantose, bon, un peu plus rarement l'asthme d'origine professionnelle. Bon, la berlioz est là-dedans, la légionellose, ça nous arrive aussi de traiter ces cas-là. Mésothéliome, rougeole. Donc, ça, c'est un peu plus connu là, de notre service. Les signalements de menaces à la santé, l'SPI, c'est une mesure légale qui permet de rapporter aux autorités de santé publique des situations qui peuvent constituer une menace à la santé de la population ou des travailleurs. C'est quoi une menace? C'est la présence au sein de la population d'un agent biologique, chimique, physique qui est susceptible de causer une épidémie ou une augmentation de cas si la présence de l'agent n'est pas contrôlée. Donc, on a cette définition-là. Puis la raison d'être, c'est une source d'information pour exercer la fonction de protection de la santé de la population. C'est un filet de sécurité additionnel au MADO. Le signalement LSP, la loi confie à certains acteurs l'obligation de faire un signalement ou la possibilité de faire un signalement. L'obligation, ça va être plus au niveau des ministères, des organismes gouvernementaux. La possibilité de signaler, c'est plus par exemple, des directeurs d'établissements qui constituent des milieux de travail, des milieux de vie, comme les entreprises, les milieux d'enseignement. On peut aussi recevoir des signalements d'un travailleur qui s'identifie. Donc, ça nous arrive également. Puis des exemples de signalements, ça peut être, par exemple, lié à une mauvaise qualité de l'air intérieur, un niveau de bruit trop élevé en milieu de travail, des contraintes thermiques, etc. Puis, notre bilan à Montréal, depuis 2022, des déclarations MADO et des signalements de menaces à la santé LSP reçus, ça ressemble à quoi? Mais ça tourne dans les 300. L'année n'est pas finie alors que je vous parle, mais ça tourne dans les 300. Et ça, c'est des déclarations MADO et des signalements de menaces à la santé qu'on a reçus. Ça ne veut pas dire qu'on va aller visiter tous ces milieux-là. Des fois, les milieux en question sont déjà connus de nos services, mais ça demande une analyse quand même de toutes ces demandes-là. Donc, notre volume est quand même assez élevé, puis on a une bonne et une grosse équipe aussi en conséquence. Selon vous, de toutes les MADO et signalements reçus de 2022 à 2025, quel était le contaminant le plus populaire? C'est ma dernière question. Donc, je vois le bruit qui est le bruit. Ah, l'amiante qui arrive nez à nez avec le bruit. Donc, en fait, je vais vous dévoiler la réponse. Ça va peut-être vous surprendre, mais l'agresseur le plus populaire, c'est le plomb. Le plomb,
c'est une petite attrape là, en même temps, c'est que le plomb, c'est un contaminant qu'on reçoit, mais ça peut être issu d'une surveillance. Puis des fois, un travailleur peut avoir plusieurs plombémies, donc c'est des résultats qui vont venir aussi pour le même travailleur. Donc, ça fait augmenter le nombre de cas. On a eu aussi beaucoup de projets qui visaient le plomb dans les dernières années. Même aussi, ça peut être, par exemple, à l'extérieur du milieu de travail, si un médecin prescrit une surveillance pour un travailleur qui a du plomb dans son milieu de travail, ben, on peut recevoir à plusieurs reprises là, des résultats de plomb pour le même travailleur. Mais sinon, c'est l'amiante là, qui vient en deuxième position, là, l'amiante qu'on reçoit, qui est très populaire malheureusement dans les demandes qu'on reçoit. Je vais terminer avec un exemple de cas. Donc, un exemple de cas MADO impliquant le monoxyde de carbone que j'ai eu à traiter. Petite mise en garde, c'est en fait une partie de l'enquête épidémiologique que je vais vous présenter. Par souci de confidentialité, bien évidemment, le cas a été dépersonnalisé, puis j'ai dû modifier un peu pour pas qu'on puisse reconnaître le milieu de travail. Donc, il y a plusieurs détails qui ont été volontairement omis, mais quand même, ça vous donne une idée, puis des retombées. Donc, le contexte, on est en 2021. On a reçu une déclaration MADO impliquant le monoxyde de carbone pour 2 travailleurs. Les 2 travailleurs présentaient des symptômes compatibles avec une intoxication au CO, c'est-à-dire maux de tête, étourdissement. On avait eu aussi l'information que leur détecteur fixe avait émis une alarme à leur poste de travail. Donc, une enquête épidémiologique qui a été lancée avec l'orientation d'identifier les sources d'exposition des travailleurs, d'évaluer les risques pour la santé des travailleurs et de définir des mesures de contrôle appropriées si besoin. Donc, on a regardé les différents moyens de contrôle parce que ça fait partie de notre enquête que l'employeur possède. On a évalué, entre autres, la ventilation. On a eu comme information que le système de ventilation au poste de travail pouvait offrir plus de 20 changements d'heure à l'heure. Et là, en discutant avec les travailleurs, ben, ils nous ont soulevé un peu d'incertitudes par rapport à cette performance-là parce qu'ils disaient qu'il y avait des odeurs qui restaient même avec l'activation du système de ventilation. Donc, on a poussé un petit peu plus. Puis, on a voulu faire une petite évaluation qualitative du comportement de l'air à l'aide d'un fumigène, d'un tube à fumer, à différents emplacements du poste de travail. Je dois vous dire que le poste de travail, bien, de ce que je peux vous dire, c'est un petit poste de travail qui est fermé, qui est muni d'une ventilation mécanique. Et l'établissement possède plusieurs de ces postes de travail-là. C'est des postes de travail qui sont similaires. Et durant l'évaluation avec notre tube à fumer, la ventilation a été activée de façon à permettre le maximum de changements d'air à l'heure. Alors, les observations qu'on a faites, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait une stagnation au niveau de l'air. L'air circulait difficilement vers la grille d'extraction. Que la fumée était bien aspirée quand on approchait le tube de l'extracteur. Donc, ça nous disait que ce dispositif-là était fonctionnel. La fumée était, on était étonné de ça, la fumée était bien aspirée lorsque le tube était approché près des armoires de rangement qui étaient situées sur le mur, mais le même mur que l'extracteur d'air, en fait. Puis, on a constaté que aussi, le débit d'apport d'air était faible, très faible comparé au débit extrait à l'extérieur. Donc là, on a commencé à se questionner par rapport à l'efficacité, puis on avait des doutes. Donc, ce qu'on a fait, bien qu'on a beaucoup d'instruments, puis on est pas mal bien équipé, il nous manquait quelques affaires. Donc, évidemment, on a fait appel à l'expertise et à l'équipement spécialisé de l'IRSST. Donc, eux, ils sont venus mesurer le nombre de changements d'air à l'heure à l'aide d'un gaz traceur. Au début, à 2 postes de travail. 2 postes de travail qui sont similaires. Donc, les premiers tests ont été, en fait, nous ont montré une ventilation sous-optimale si on compare ces résultats-là avec les données indiquées dans le manuel du fabricant. On était pas mal en dessous de ce qu'on pensait. Ils ont repris les tests avec la même méthodologie, mais ils ont étendu à plusieurs postes de travail. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on a constaté?
c'est qu'il y avait une meilleure performance, mais encore, certains résultats étaient inférieurs aux données du fabricant, aux données qu'il indiquait dans son manuel. Qu'il y avait quand même une variation de la performance de la ventilation entre des postes de travail qui sont pareils. On s'est rendu compte, par contre, qu'un ventilateur d'extraction n'était pas fonctionnel et ça venait impacter la qualité de la ventilation. Et on s'est rendu compte aussi que la méthode de mesure du nombre de changements d'air à l'heure utilisée par le fabricant, qui lui servait à inscrire ces données, par exemple, dans son manuel, était inadéquate. Donc, les retombées de tout ça, ben, en fait, ça a permis à l'employeur de connaître le nombre réel de changements d'air à l'heure grâce à l'IRSST. On a mis aussi en lumière que la méthode du fabricant était inadéquate pour mesurer les changements d'air à l'heure. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'il y a des discussions qui sont en cours pour intégrer la méthode de l'IRSST à la procédure du fabricant. Donc, quand le fabricant, par exemple, conçoit son système de ventilation, que l'IRSST, en attendant, puisse tester son système. Et la méthode de mesure est présentement inclue dans une norme. Donc, on pourrait peut-être demander à ce que la méthode de mesure soit aussi imposée puis présente dans la norme en question. Il y avait aussi une problématique au niveau de la configuration du système de ventilation. C'était pas optimal. En fait, le flux d'air longeait les armoires plutôt que de balayer les contaminants de la zone respiratoire des travailleurs. Donc, il y a présentement des améliorations qui sont en cours du côté du fabricant pour améliorer tout ça. L'employeur aussi maintenant, ben, il considère un réel résultat de changement d'air à l'heure. Avant, ben, il prenait le maximum qui était indiqué dans le guide du fabricant, mais maintenant, il va prendre le résultat le plus faible obtenu pour être assez protecteur, conservateur. Puis, ben, ça va permettre de bonifier le programme d'entretien des postes de travail parce que le ventilateur n'était pas inclus dans le programme d'entretien. Donc, ça vient aussi mettre en lumière que l'entretien préventif, c'est super important. Et en conclusion de la présentation, donc, comme on a vu, la santé au travail de Montréal couvre un territoire qui renferme en fait le plus d'établissements et le plus de travailleurs dans la province. Donc, on est une grosse équipe, mais on a un territoire assez imposant à couvrir et à desservir. Nos interventions se font dans des milieux de travail très variés. On peut parler de bureaux à aller à des usines. Donc, les activités sont très variées, les risques sont très variés aussi. C'est pourquoi on offre une offre de services variée, adaptée aux besoins des employeurs. Comme vous avez vu, il y a différentes lois qui encadrent nos actions. Donc, selon nos activités, on se trouve sous différentes lois. Puis, on a quand même pas mal de pouvoirs dans notre coffre à outils. Comme vous avez vu, je vous ai tout présenté, mais évidemment, on n'utilise pas tout ça dans nos journées au quotidien. Nos interventions sont réalisées avec nos partenaires, dont la CNESST. Et comme vous pouvez voir, une enquête en milieu de travail, que ce soit une enquête épidémiologique ou que ce soit une enquête qui est réalisée dans un contexte de prévention, de santé-sécurité dans un milieu de travail par un préventionniste, c'est un outil incontournable de prévention. Des fois, ça peut nous emmener vraiment un peu plus loin que la source du début, puis c'est quelque chose qu'on n'avait jamais pensé. Donc, voilà, si jamais vous désirez nous rejoindre, je vous laisse nos coordonnées pour la porte d'entrée unique de la santé au travail. Donc, vous avez un numéro de téléphone, vous avez également une adresse courriel. Puis, vous pouvez aussi nous contacter via le réseau de santé publique en santé au travail. Ils ont un beau site web avec un bottin, donc vous pouvez rejoindre la ressource dont vous avez besoin. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et c'est maintenant l'heure des questions. Merci beaucoup, Madame Saint-Onge, pour cette belle présentation qui met en lumière votre mission. Merci. Comme vous venez le dire, la période des questions est ouverte. Il y a Monsieur René Leblanc qui a levé la main. À vous la parole. Madame Saint-Onge, pour cette belle présentation. Je suis bien content de voir les services offerts par la santé publique. En fait, j'ai un peu comme deux questions. En fait, un travailleur, il appelle la CNESST ou il appelle la santé publique? Là, je suis un peu confus à l'idée. C'est un ou l'autre, là, vous allez me dire. C'est plus
un risque à la sécurité, c'est peut-être plus la CNESST, un risque à la santé, c'est peut-être plus la santé publique, mais on dirait que c'est un message qui n'est pas très véhiculé. C'est comme si la porte d'entrée, c'est uniquement la santé publique. Là, on voit rarement des publicités qui disent si vous avez des inquiétudes sur votre santé au travail, contactez la santé publique. Là. Alors ça, ce serait ma première question. Ma deuxième, écoutez, je ne veux pas abuser parce qu'il y a d'autres gens, mais j'étais curieux que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous voulez dire par reddition de compte de la CNESST. J'étais un peu curieux de voir en quoi ça consistait. Merci à vous. Ben, merci pour vos questions. Je vais tenter d'y répondre au mieux. C'est des bonnes questions. Ben, le signalement, en fait, oui, un travailleur peut nous, comme j'ai présenté, là, un travailleur qui s'identifie, ça ne peut pas être un travailleur anonyme, mais un travailleur qui s'identifie peut nous contacter pour, lui, c'est pas nécessairement toutes les dispositions qu'il y a dans la loi, quand est-ce qu'il peut nous contacter ou si des fois, ils sont au courant qu'ils peuvent nous contacter. Fait après, nous, quand on reçoit le signalement, c'est là qu'on va l'analyser à notre porte d'entrée unique, puis on va voir si on retient la demande ou on la transfère à la CNESST. Mais oui, un travailleur peut communiquer avec nous pour signaler un danger dans le milieu de travail. Pour ce qui est de la CNESST, je crois que la façon de faire plus appropriée, c'est d'abord de contacter leur syndicat ou leur représentant, ou même avec les nouvelles dispositions de la LMRSST, là, s'il n'y a pas un représentant santé-sécurité là, qui peut le soutenir, malgré que ça doit quand même se faire là, qu'un travailleur appelle sur la ligne pour parler à un inspecteur. Je vous avoue que je suis un peu moins familière à ça. Mais je pense qu'il y a toujours moyen pour le travailleur de rejoindre la CNESST, surtout en ayant parlé avec son comité ou son représentant, son syndicat. Puis de notre côté, un travailleur qui s'identifie, on peut prendre son signalement, on va l'évaluer. Est-ce que ça répond à votre première question? Est-ce que la CNESST, dans ce cas-là, vous contacte aussi si on a des Oui, problématiques de santé au travail? Oui, ça peut être dans les deux sens. OK, d'accord. Oui, la CNESST, c'est un peu mélangeant, puis même, c'est pas toujours évident. Mais oui, la CNESST peut nous contacter, là, par exemple, dans le cas vous avez vu là, le tunnel, là, la CNESST nous avait contacté là, pour qu'on puisse soutenir l'employeur dans l'identification du risque, dans la transmission d'informations sur les risques à la santé. Donc, ça va dans les deux sens. Puis, si jamais nous, on constate qu'il y a un enjeu vraiment de sécurité, par exemple, risque électrique, ben nous, on va communiquer avec eux, puis eux vont prendre en charge la situation. Donc, c'est vraiment notre partenaire. On travaille en étroite collaboration. Puis, il y a le signalement de danger maintenant qui est prévu avec la LMRSST. N'importe quel intervenant en santé et sécurité, là, je parle même pas du réseau de santé publique en santé au travail. Quelqu'un qui découvre un danger peut, via un formulaire qui est très bien fait, disponible sur la CNESST, compléter ce formulaire-là, puis tous les mécanismes vont s'en suivre. Merci. Puis la reddition de compte, là, vous avez une bonne question, mais on a des comptes à rendre à la CNESST parce que c'est eux qui nous financent, donc ils nous demandent certaines choses. Et si je ne me trompe pas, il faut qu'on rentre dans ce qui est prévu de faire avec la CNESST. Donc, on a des indicateurs à leur présenter. Donc, c'est eux qui nous financent. Donc, on doit... C'est intéressant. J'avais l'impression que c'était le contraire, que c'était eux qui avaient une reddition de compte à vous, parce que c'est vous qui surveillez l'état de santé de la population. Donc, à quelques égards, c'est vous qui devez vous assurer que la population est en santé. Donc, en fait, mais je pense qu'ils nous délèguent ce pouvoir-là. OK. Ils ont ce pouvoir-là, mais je pense qu'ils nous le délèguent. On est à pile au temps. Si on peut prendre juste une dernière question pour respecter le temps de tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. La présentation est enregistrée. On va vous parvenir l'enregistrement juste aux participants après la fin de cette rencontre. Je vous remercie énormément, Madame Saint-Onge, pour votre temps et votre présence. Et je remercie aussi nos participants.
On prend rendez-vous le mois de janvier pour une autre belle présentation sur la transformation de la mentalité de prévention en agissant sur le cerveau des travailleurs. Au plaisir de vous rencontrer le mois de janvier et restez à l'affût de nos publications sur nos réseaux sociaux. Merci et bonne journée. Merci.